Culture et développement durable, vision et réflexion globale, c'est le thème donc de cette première session. Et nous commençons avec vous, Edgar Morin. Vous êtes, on le sait, auteur de nombreux ouvrages. Je voudrais faire référence à un article paru dans Le Monde, le quotidien Le Monde, un éloge de la métamorphose nécessaire pour éviter la désintégration de ce que vous appelez notre système Terre. L'une de vos œuvres majeures s'intitule La Voie, c'est-à-dire qu'il y a un espoir pour le développement durable humain. Quels sont les défis à relever et les raisons d'espérer? Edgar Morin. Chers amis québécois et français, mesdames et messieurs, donc je crois que le cadre un peu global dans lequel je me situe ne concerne la culture évidemment qu'indirectement, mais c'est ce qu'on m'a demandé. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la mondialisation ou globalisation, qui elle-même constitue les moments actuels de ce qu'on peut appeler l'ère planétaire, laquelle a commencé avec la conquête des Amériques, la navigation autour du globe et la découverte que la Terre était une planète non centrale dans l'univers. Et aujourd'hui, la première chose que je voudrais dire et qui semble contradictoire, c'est que cette mondialisation actuelle peut constituer à la fois le pire et le meilleur de ce qui pourrait ou de ce qui a pu advenir à l'humanité. Le pire, pourquoi? Eh bien parce que nous sommes emportés dans une course extrêmement rapide, que le vaisseau spatial Terre, dépourvu de pilote, court effectivement propulsé par moteurs qui sont la science, la technique, l'économie, le profit. Et nous voyons que ces moteurs sont eux-mêmes ambivalents. Nous connaissons tous effectivement les effets positifs de la science pour les connaissances et aussi pour la vie humaine, mais nous avons découvert que cette science pouvait produire l'arme nucléaire, diverses autres armes de destruction massive, voire des pouvoirs de manipulation sur l'humain. Sur la technique, nous le savons depuis longtemps qu'elle est comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Les techniques permettent d'asservir les énergies naturelles, l'énergie, le monde matériel, mais aussi elles continuent à servir les individus qui eux-mêmes sont au service des machines qui asservissent les choses matérielles. L'économie, nous le savons, ce n'est pas seulement cette crise qui le révèle, mais elle manque totalement de régulation à l'échelle planétaire. Et en plus, elle est soumise à une puissance effrénée qui est la puissance qui est celle de la spéculation financière qui fait trembler les États et qui subjugue les peuples. Donc, si ces processus ambivalents continuent, nous voyons très bien leur force, la capacité de catastrophe qui se profile, car ce n'est pas seulement les pouvoirs de la science et de la technique, mais qui agissent sur notre biosphère, et ça, vous savez très bien que le mot de développement durable à l'origine est venu parce qu'il s'agissait de protéger cette biosphère, que actuellement tend à se dégrader de plus en plus, donc dégradation de la biosphère, dégradation des conditions économiques, multiplication des pouvoirs, d'autant plus que les angoisses
la perte de l'idée d'un progrès salvateur qui serait une loi de l'histoire, que les conflits multiples, les résistances qui s'opèrent à l'égard de cette sorte d'unification techno-économique du globe et qui font refluer les esprits sur l'identité, sur les racines, tout ceci crée aussi des fanatismes ethniques, religieux ou nationalismes. Et voici donc non pas un bouillon de culture, mais au contraire un bouillon, un chaudron de forces de plus en plus dangereuses qui menacent l'humanité. Donc, je dis pourquoi le pire, c'est parce que effectivement, ceci nous conduit à de probables catastrophes pour l'humanité tout entière. Et pourquoi le meilleur? Le meilleur, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a non seulement une interdépendance qui effectivement n'avait cessé de croître depuis justement cette conquête des Amériques, mais qu'il y a plus que cette interdépendance, qu'il y a une communauté de destin. Une communauté de destin, ça veut dire que nous sommes, tous les humains de tous les continents, nous sommes soumis aux mêmes problèmes vitaux et mortels fondamentaux qui sont ceux que je viens de décrire. Vie ou mort, salut ou régression. Alors, si nous avons les mêmes problèmes fondamentaux et la même communauté de destin, et si nous en prenons conscience, alors nous pouvons aller vers ce terme que le mot communauté de destin a exprimé selon la conception du philosophe Otto Bauer, qui lui définissait une patrie comme une communauté de destin, évidemment héritée du passé, et qu'on voulait poursuivre dans l'avenir. Or, la communauté de destin humaine n'est pas tellement héritée du passé, c'est construit dans notre présent, mais qui peut nous donner l'idée d'une terre-patrie, étant donné que ce mot de patrie est à la fois paternel et maternel, masculin et féminin, comme nous disons la mère patrie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier nos patries respectives, au contraire. Je le répéterai tout à l'heure en parlant de la nécessité de mondialiser et de démondialiser. Il faut intégrer nos patries dans une autre patrie qui est plus originelle, qui est la patrie, cette terre d'où nous sommes issus, par une évolution biologique, par la matériau physique qui nous constitue, dont nous sommes les enfants. Et c'est ça, un peu la perspective salvatrice qui ferait que cette communauté de destin de la mondialisation serait éventuellement la meilleure des choses qui puissent arriver à l'humanité. Donc, une ambivalence fondamentale à laquelle, malheureusement, les esprits ne sont pas préparés. Pourquoi? Parce que notre système d'éducation nous enseigne de rester fidèles à une logique simpliste, purement alternative. Ou bien la mondialisation est heureuse, bienheureuse, ou bien la mondialisation est maudite, et la mondialisation est tragique. Et effectivement, on peut dire que tout ceci se retrouve ensemble avec cette idée de, je répète, d'ambivalence complexe auquel malheureusement nos systèmes d'éducation ne nous ont pas préparés à affronter. Alors, on peut dire que dans cette mondialisation, il y a trois visages, le mot qu'on appelle mondialisation. Il y a l'autre visage qui est l'occidentalisation, et le troisième visage qui est le développement. Et je crois qu'à regarder ces visages, on peut voir que non seulement il y a l'ambivalence fondamentale dont j'ai parlé du meilleur et du pire, mais que dans chacun de ces processus, il y a aussi une ambivalence. Car, par exemple, prenez
l'occidentalisation, le développement, qu'est-ce que ça apporte au monde? Ça peut apporter effectivement des libertés nouvelles, notamment aux jeunes générations, par rapport à des sociétés traditionnelles où il y avait une autorité inconditionnelle, pas seulement du père de famille, mais de toutes les autorités préexistantes. Cela peut apporter des zones de prospérité avec des créations de classes moyennes dans des régions qui ne connaissaient pas cette prospérité. Donc, on voit tous les aspects positifs, mais il faut voir aussi les aspects négatifs. Avec ces libertés nouvelles se développe aussi un égocentrisme, une perte du sens de la communauté, une dégradation des solidarités traditionnelles à côté de ces classes nouvelles qui commencent à vivre selon les standards occidentaux et aussi selon les intoxications consommationnistes occidentales. Il y a d'énormes zones suburbaines de bidonvilles qui entourent les grandes villes d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Il y a donc des dégradations, il y a donc tous ces phénomènes qui effectivement ne sont pas du tout maîtrisés. Alors, dans ces conditions, donc, où l'ambivalence est permanente et où le meilleur et le pire sont à craindre, il est certain que nous devons repenser le développement, repenser la mondialisation. Et moi, pour ma part, je trouve que ce concept de mondialisation est un modèle standard né du monde occidental qu'on a appliqué indifféremment à des pays, des nations, des cultures extrêmement hétérogènes, que ce soit celle d'Amérique latine, celle d'Afrique subsahélienne, celle d'Indonésie, celle d'Asie, etc. C'est-à-dire sans tenir compte des originalités, des particularités, des qualités même de ces cultures. Puisque si vous prenez par exemple le cas de la médecine occidentale, dont il ne s'agit pas de nier, au contraire, les vertus dans la chirurgie, dans la technique, dans la lutte contre la mort, dans l'hygiène qu'elles ont apportée, mais il faut voir aussi les lacunes, il faut voir aussi qu'il y a des médecines traditionnelles, il faut penser à symbiotiser les valeurs culturelles propres à telle ou telle ethnie, telle ou telle nation, avec des apports culturels qui viennent de l'Occident mondialisateur. C'est-à-dire que toute culture, y compris la nôtre, bien entendu, a ses vertus, a ses qualités, à ses erreurs, à ses illusions, à ses mythes, à ses folies. L'Occident est livré, la folie de l'Occident, c'est peut-être résumé de ce mot qu'avaient les anciens Grecs, qu'ils appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure, la course démesurée, le toujours plus, etc. Il y a la perte des solidarités, il y a le mal-être au sein du bien-être matériel. Bon, et il y a aussi les vertus, effectivement, du droit des hommes, du droit des femmes, des libertés, des démocraties, bien que celles-ci soient malheureusement en crise et en voie de dessèchement. Donc, ceci pour vous dire que puisqu'il y a ce modèle standard qui ignore les vertus et aussi bien les manques. Et j'ajoute que dans les sociétés traditionnelles, il y a un rapport avec la nature extérieure, ce qu'on appelle l'environnement, que nous sommes en train d'essayer de retrouver parce que nous l'avons perdu. Il est évident qu'à ce moment-là, l'idée clé, c'est symbiose. Symbiose, que le meilleur culturel des uns et des autres se rencontre, et ensuite, entre les différentes cultures, le rendez-vous du donner et du recevoir, dont parlait Léopold Sédar Senghor, c'est ce rendez-vous qui est le grand rendez-vous culturel auquel nous sommes appelés, et c'est pour ça que moi je préfère intégrer cette notion de développement durable dans quelque chose qui est une politique de l'humanité. Laquelle politique de l'humanité?
signifie qu'on va différencier les actions selon les conditions socio-culturelles originales propres à telle ou telle nation, ethnie, et non pas d'avoir un modèle standardisé que l'on applique. Politique de l'humanité, c'est quelque chose qui respecte l'unité humaine, c'est-à-dire le besoin de solidarité humaine et la diversité humaine. Car vous savez que tout le problème conceptuel clé, c'est que si vous pensez l'unité humaine sans penser la diversité, vous oubliez que l'unité humaine ne s'exprime qu'à travers une diversité des caractères singuliers des individus, des cultures différentes. Ce qu'on appelle la culture au sens ethnographique du terme n'existe pas. Ou plutôt, ça n'existe qu'à travers les cultures. Le langage en soi n'existe pas. Il y a une structure commune au langage de toutes les différentes langues. Il n'y a pas la musique, il y a les musiques. Donc, unité, diversité. L'unité est le trésor de la diversité humaine. La diversité est le trésor de l'unité humaine. Voilà l'idée clé qui doit en quelque sorte nous guider. Et là, comme je ne veux pas abuser d'un temps, je voudrais conclure à propos de ces thèmes qu'a rappelé mon prédécesseur français, c'est-à-dire, je crois que là aussi, il faut apporter une complexité dans l'usage des notions. Je crois qu'au mot de développement, il faut lier le mot d'enveloppement. Et le mot d'enveloppement, lui, il est singulièrement culturel aussi. C'est-à-dire que les communautés ne soient pas désintégrées dans un monde anonyme et quantitatif, de sauvegarder les qualités. Donc, nous avons besoin de combiner le meilleur du développement et en plus ce qui est de plus important dans l'existence des communautés concrètes et de vie quotidienne, qu'il s'agisse des villes, qu'il s'agisse des campagnes, qu'il s'agisse de la nature, qu'il s'agisse évidemment des cultures. De même, croissance et décroissance ne doivent pas s'opposer de façon abstraite, mais se combiner, car nous savons ce qu'il doit décroître. Ce qui doit décroître, c'est l'économie de la futilité, c'est l'économie de ces produits sans aucun intérêt, mais qui exaltent la publicité. Ce sont les intoxications consommationnistes, ce sont les objets qu'on fabrique pour être jetés ou pour avoir une durée de vie très courte. C'est l'industrie de la mort et de l'armement. Et ce qui doit croître, c'est effectivement l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de l'entreprise citoyenne, c'est l'économie verte qui n'est pas seulement des sources d'énergie renouvelable, mais une nouvelle mode de rendre nos villes, de dépolluer nos villes, et aussi de lutter contre la mort des terres que provoque l'agriculture industrialisée, la mort des nappes phréatiques que provoque l'élevage industrialisé. Il est certain que la perspective ne peut pas être limitée au mot croissance ni au mot décroissance, mais qu'il faut réfléchir qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître. C'est ça le problème. Et je le répète, tout ça tient aussi dans la formule mondialiser et démondialiser. Et là-dessus, on voit très bien comment les choses peuvent se complexifier. Pourquoi ? Alors là, je reprends un exemple que j'aime citer puisque c'est quelque chose de culturel dont je suis un aficionado, c'est-à-dire le cante flamenco, c'est-à-dire cette sorte de musique spécifique née en Andalousie et qui est développée chez les gitans et qui elle-même, tout en ayant son originalité forte, a des sources multiples qui sont ibériques, qui sont arabes, qui sont hébraïques, diverses. Et bon, c'est clair. Bon. Alors, ce chant flamenco était en cours de dépérissement
au milieu du XXe siècle, ça n'intéressait plus personne, ça semblait très bizarre au nom andalou, et il s'est passé à ce moment-là un phénomène de résistance à la mondialisation et de progrès de la mondialisation. Quelle était la résistance? C'est à un moment donné où on sent qu'une culture se perd, va mourir, que les jeunes essayent de retrouver la culture. Moi, ça, je l'ai vu aussi quand j'ai fait une enquête où je restais un an en Bretagne, dans une commune de Bretagne, où ce sont les jeunes qui ont voulu retrouver les nourritures, la musique, les choses propres, et la langue, bien entendu, propre à leur identité, parce que celle-ci était en train de mourir dans l'homogénéisation généralisée. Donc il y a cette sorte de résistance, effectivement, locale, et qui fait que les jeunes demandent aux vieux de leur apprendre ce qu'ils savent, comment chanter, comment jouer de la guitare. Mais il s'est trouvé qu'au même moment, l'industrie du disque, par exemple la firme Ducret et Thompson, a fait une anthologie du chant flamenco, reprenant des meilleures interprétations des différents types de flamenco, et que ça a contribué à la diffusion du flamenco dans le monde, et qu'aujourd'hui, du reste même, vous avez des écoles de flamenco au Japon, et que des japonaises apprennent à danser à la façon sébillane. Bon. Vous avez ce double phénomène, en même temps, qui avait le retour aux sources, à l'originalité, et cette diffusion des messages originaux. Il y a eu des symbioses culturelles. Il y a eu le flamenco raï, c'est-à-dire mélange avec la musique nord-africaine, le flamenco rock, mélange avec le rock d'origine afro-américaine. Vous avez donc à la fois des processus de dégradation, de conservation, d'osmose, et en fond, le problème culturel, c'est à la fois favoriser tout ce qui est créatif, tout ce qui est osmotique, tout ce qui conserve les authenticités et les qualités, et lutter contre tout ce qui est la dégradation, la superficialisation. Et ce que je dis du flamenco, vous pouvez le dire du rock, du cinéma, presque de tout ce qui est culturel. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, de façon sans doute un peu trop accélérée, de façon un peu trop superficielle, mais je le répète, il faut non seulement repenser ces problèmes, mais il faut les repenser à l'aide d'une pensée que moi j'appelle complexe, vous pouvez appeler comme vous voulez. Je veux dire simplement qu'il y a le sens des liaisons qui relient. Vous savez que le mot complexus du latin signifie ce qui est tissé ensemble. Or, malheureusement ou heureusement, le phénomène de la mondialisation, c'est un tissu de tous les aspects de la vie humaine, économique, sociaux, psychologique, religieux, etc. Il faut penser à ceci. Et deuxièmement, et c'est mon mot de conclusion, le processus, comme je l'ai dit, dans lequel nous sommes emportés, nous conduit probablement vers des catastrophes ou des régressions. Mais dans l'histoire, l'improbable, salvateur, est arrivé de temps à autre. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas le nouveau, le salut, ou ce que j'ai appelé la métamorphose, ne se manifeste pas, qu'elles sont impossibles. Vous savez que la réalité elle-même ne rend pas visible les forces souterraines, profondes, qui la travaillent, ce que le philosophe Hegel appelait la vieille taupe qui crée ces galeries sous le sol. Et je dirais aussi que quand un système n'est pas capable de traiter ses problèmes vitaux, fondamentaux, et c'est le cas du système Terre, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ce système se désintègre, ou bien ce système régresse et devient plus barbare encore qu'il ne l'est, ou bien ce système est capable de susciter de lui-même la force créatrice capable de faire un métasystème, de le métamorphoser, c'est-à-dire le système capable d'affronter ses propres problèmes. Et moi, pour ma part,
C'est dans ce sens improbable mais possible que je place mes espérances. Merci. Merci Edgar Morin. Alors nous allons poursuivre dans la diversité garante de l'unité humaine avec vous, Amaré Swargala. Je vous invite à rejoindre le pupitre. Je rappelle que vous êtes directeur de l'École nationale... Non, pas vous, c'est Simon Brault. Que vous êtes un fervent défenseur de la démocratie culturelle, des droits des autochtones, du dialogue interculturel, auteur de nombreux travaux sur l'écomuséologie, sur le développement du patrimoine durable et pour la réduction de la pauvreté. Bonjour, c'est à vous. Thank you, Chairperson. And thank you to the Ministries of Culture and Communication of France and Quebec for making this possible for me to be here. I deliberately put up my institute logo over there because I want to pay tribute to 2 French and 2 Quebec thinkers. One passed away, but the late Georges Henri Rivière in 1974 introduced the concept of eco-museums. And Henry de Varenne, who still continues, his engagement in this area. And from Quebec, my friend who mentored me when I was young, he's no more with us, Pierre Menard, a very famous thinker in ecomuseology, and one who is still struggling with his health, René Revard. These are 4 amazing people that transform the whole notion of the museum, not as if it were, but as if it is. Conservation, not as if it were, but conservation, something that's living and continuing, which informs all my work in life. And the International Institute for Inclusive Museum is not about, closed boxes, but it's actually about reanimating, as Ambassador Delegate from UNESCO from Quebec said, it's rethinking the territory. In your speech, ma'am, you emphasized that. So that's what I do. That's what I've been doing for 30 years. And following on from opening brilliant, eloquent keynote speaker, I cannot help thinking that when I was a very young man, I'm sorry I don't speak French, but I do speak 6 languages and work in 26 languages. And but I apologize. I've tried to learn, but not very successful. And when I was a very young man, I had a short stint cataloging the early Buddhist collection in the then Musée Guimet. When you go in the new Musée Guimet, you turn right, you see the Buddhist collection. I was cataloging that after cataloging the Buddhist collection in the British Museum. And I was staying because I was a student, and like all students, sort of very poor, and staying with a very famous French sociologist called Louis Dumont, who wrote Homo Hierarchicus and all these very famous sociologists. He worked both in North India, South India, and he could speak my language. And he worked with my community, so he hosted me. One day I said to him, just out of the blue, we were having coffee, and I said, do you know Jean-Paul Sartre is a hypocrite? And he looked at me. I mean, my English was very bad. I didn't understand what a hypocrite means. All I wanted to say was that he's very contradictory. But I thought hypocrite meant contradictory, not something derogatory. It's what happens when you translate into other languages. And so he said, do you want to tell Sartre this to his face? I thought, what? I mean, I was young and I was terrified, I said, no. He said, no. He went to the phone, the old black phones, dialed it. He talked to him in French. I didn't know what he said. So the next thing, we went to where Sartre was staying. This is during the time when Simone de Beauvoir was in the United States on another mission. You know her history. And it was 1:05 at night, and we left the place at 11. Dumont abandoned me in between with this chimney
because Sartre just smoked the whole time, and I think I was completely smoked like beef jerky by the end of it. And but what he said subsequently, in another conversation with Miguel Serrano, the famous Mexican thinker, and who was an ambassador to India and loved India, and of course Sartre loved India, but he has never had the same kind of opportunity as Miguel Serrano did to live in India and work with Indian writers and philosophers. And his comment was that, yes, I agree with you, finally. I am part of the bourgeoisie. Because my point was, you're always critical of the bourgeoisie, but you quintessential bourgeoisie. And he said, yes, I am part of the bourgeoisie, but I am the vanguard of the bourgeoisie. That's what he said. I think it's a very powerful thing on a young person, that influence. And I know that we're talking about sustainable development, and there are a lot of young people in the audience. That's a good sign, because often us oldies are talking to ourselves, but this is a conversation with an intergenerational equity, because there's so many of you young there. So I wanted to share that with you for a particular purpose. The purpose is that, as our opening speaker said, globalization, but with that comes this enormous burgeoning of middle classes. And in fact, more than half the world's population is almost living in cities. In Northern Europe, close to where I live in Copenhagen, Oslo is the fastest growing city in Northern Europe. And HSBC Bank promotes every day 200,000 people move into a city. And but there's this burgeoning middle class which controls the discourse, which manages the discourse, which moderates the discourse of sustainability as we talk about it. So how do we actually engage with this middle class? That's the big challenge that we've got. My email is very straightforward, and I have a huge knowledge community with over 1 million people on it. The webpage is there for you, inclusivemuseum.org. But I just wanted to say this Institute for Inclusive Museum is about the vanguard of the bourgeoisie in dealing with our culture and identity, our sense of place. But I want you to look at, the kind of contemporary situation in which we are. I mean, we're into the second decade of the 20th century, and we started off with September 11th, which threw the whole world into a state of insecurity. So insecure were we across the world that during the same year, on the 2nd of November, every country of the world had applauded and adopted the Universal Declaration on Cultural Diversity. And the same countries, a lot of them didn't do it with Universal Declaration on Human Rights in 1948, but they did with the UNESCO Declaration on Cultural Diversity. It's that insecurity of war and terrorism and the lack of tolerance that was fracturing us. The fault lines, between cultures became ominous cracks. There is paradoxically a growing awareness. This is the irony of it. We had to feel so insecure that we actually come together and say, cultural diversity is a good thing. I do not believe, having worked with people who drafted that declaration, I do not believe, had it not been for September 11th, that all the countries would have come together and declared their support for Universal Declaration on Cultural Diversity. So there is this dialectic that you find, and we want to preserve diversity in all its manifestations, both humans and their environment. And why I say humans and their environment is very simple, because the binary opposition of nature and culture, that non-duality in most cultures, but the duality that we created through colonial discourse, it's a historical construct. In most countries of Africa, Asia, Latin America, even parts of Europe, nature culture doesn't exist separately. For indigenous people of the world, if you look at 2007 Universal Declaration on Indigenous Rights, indigenous people belong to the land. So there is this inalienability of one's sense of self and identity with land for indigenous people, and so also for many other people. But the transformations in the last 3 years, we're gradually changing from this. I remember 1992, Rio Earth Summit. Indigenous people were represented. There was a very strong recognition about indigenous rights. 2002, subsequently in Johannesburg World Summit on Sustainable Development, it was a very strong vindication
of the importance of culture as the fourth pillar of sustainable development, as it was mentioned by our opening speakers. And culture, usually I carry my own chair onto the stage with 3 legs and try to sit on it and it falls down. I say it's lacking culture. So you need the 4th leg. And so these changes are taking place, but the legacy discourses are so deeply entrenched in our psyche, in our institutions, we need to decolonize them. We are so used to, thinking, with blinkered, even horses are intelligent enough to look beyond the blinkers, but sometimes we don't do that in our disciplines. And so how do we decolonize the mind, which is critical to follow those things that our opening speaker mentioned. And Habitat, at its meeting in Vancouver a few years ago, came up with 6 basic categories of quality of life indicators. So how do we actually measure when we talk about culture in development? Through local economy, its appropriateness, natural environment, personal goals and aspirations, fairness and equity, basic needs, and social inclusion. So we're talking about integrated local area planning because I work 8 months of the year with my fingers in the dirt in the field. 4 months, I'm in conferences like this, very bourgeoisie. And but the thing is that we can talk all these wonderful things top down, but really it's at the fingers in the dirt level that real change needs to happen, real things need to be understood, and then they need to bottom up, come to the top. But we have too much of regurgitation of the same discourse, and that's one of the biggest threats with globalization that I find. And we also have human beings, we suffer from cultural amnesia. We forget what we have done. I mean, you don't have to go very far. You only got to look at that excellent report of Our Creative Diversity, entitled Our Creative Diversity, of the World Commission on Culture and Development. UNESCO published it in multiple languages. It clearly says, development divorced from its human or cultural context is growth without a soul. How much more powerful can a message come across from a message like this through extensive global consultation? And yet, after the Universal Declaration on Declaration on Cultural Diversity, 2nd of November 2001, UNESCO, 2002, World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, culture was recognized as the 4th pillar of sustainable development, but by the time the recommendations went to New York, culture was dropped. There are only 3 pillars. So where is we all pay lip service to Africa. We meet in Africa. Africa, the motherland of all humanity. We take the message and we forget the message. This is amnesia. This is the legacy of, our psyche, the legacy of those colonial discourses in our psyche. Because the World Environmental Forum could not cope with the idea of culture. We don't deal with culture. That's UNESCO deals with culture. UNESCO also deals with environment and sustainable development. It has a lead mandate in this area. So I think that development divorced from its human and cultural context is growth without soul. It's a very powerful message. And I want to take you to a case study as I finish, because I said I work fingers in the dirt. But this is actually from a display case at the Asian Civilizations Museum in Singapore. When I was young, I was a dancer. I wrote poetry in multiple languages. I did performance art. In my old age, I've retired and trying to grow old gracefully, or what in Australia we call successful aging. And but this is from a display case. The guy sitting there, Brian Durrance, is the curator of Indian collections from the British Museum. He's sitting with a collection, right? You can see the mask. Do you see anything behind the mask? And that's what we're doing constantly, whether we're dealing with objects, sites, whether even the environment. We are only dealing with the mask. We're not understanding the spiritual, the intellectual depth of that is embedded in the environment. So you have to get behind the mask. That's the point I was making sorry, I gave you away who was behind the mask. It was me. And it was very hot in the display case. I don't recommend it. And before I go on to the case study, I just want to say I've just come here from Kyoto after the launching of this book.
I'm very proud of producing this, at the, for UNESCO. And it's the 40th anniversary of the World Heritage Convention. Believe me, it is a paradigm shift it is a paradigm shift. You only have to read benefits beyond borders, right? Benefits beyond borders. So how do we deal with the complexity of cultural and linguistic diversity when we deal with World Heritage Sites as catalysts? That World Heritage Sites as, having this enormous potential to act, in sustainable development by bringing people and their heritage together through that holistic ethic into culture and development paradigm that we're talking about. So it's being translated into French, and it'll be launched next year in French, and other languages. And so I wanted to show you that. But then what I want to do is, what did I learn by producing this book for UNESCO, World Heritage Center? Because if you're with an open mind, because there's an old Muslim saying, a closed book is like a block of stone, right? You have to open it. But when you're actually working on it, it's constantly open, challenging you. But in this context, what did I learn is that we need to promote active citizenship. We understand citizenship in many ways, but what is active citizenship we need to rethink. In the same way our first speaker has talked about the complexity of rethinking globalization. So the four things that I learned is that the process of inclusion, that is bringing communities and their heritage together through active participation and engagement, not just at the local level, because everything that they're doing has a global impact. That's the nature of globalization. So whatever you're doing on the ground, what are the consequences at the global level? To what extent are you being informed by globalization? To what extent are you informing globalization? Otherwise, if it's a one-way process, we get suffocated. We suffocate the cultural and linguistic diversity of humanity. Second thing is synergies in collaboration for collective action through strategic and relevant partnerships. It's about partnership building. When we talk about culture and development, it's about collective action. We're too individualistic. And I think we need to get beyond that. There's nothing wrong in being individualistic. We're very creative that way. But we also need to work together in a corporate manner. But we need to find synergies, because on the ground in my work over the years, I found so much money being wasted, by people doing the same thing again and again, but not working together. And you can't afford to do that when you're dealing with, 4 out of 5 people in the world still living below the poverty line. The third thing is spaces for mediation, enabling reflective, revealing, and confronting intercultural dialogue, promoting mutual respect and reconciliation of differences. We got to be reflective. We got to reflect. We got to think. We've got to be confronting, of what we reveal when we think about what is it that we are doing right and what is that we are not doing right. The last thing is converge your communications to maximize the knowledge generation and affordable accessibility. We need to converge these technologies, and in the digital domain that we all use, how do we find this convergence? But this is what active citizenship is all about. It's not just defining it in a seminar room or some lawyers defining what citizenship is. It's actually, getting your fingers in the dirt. And as I go on to the case study, I'm very conscious of the time. As I go into the case study, I want to give you this little example that a lot of people don't know. When Mandela became the president, or Madiba as we called him, I worked for 5 years during his presidency in South Africa. And one of the first projects for which he gave the first R1 million, not one of them, it was the first project, he gave the first R1 million was for Tswaing. Tswaing means a place of salt in Tswana language. And it's 2 hours outside Pretoria, often called the Pretoria Salt Pan, right? And why? Because in 1954, when the Group Areas Act was introduced, there were only 5 Boer farmers living there. In 1994, when Mandela became the president, there were 2.6 million blacks removed from the Transvaal region and dumped. You went to Soweto. Soweto was a segregated southwestern municipality of Johannesburg. They had water, electricity, sanitation, very poor quality compared to Sandton for whites, but still they had it. But in Tswaing, it's 2.4 million people.
They had no water, no electricity, no sanitation. I was working on this project. And you know, you had to wear a mask. You know why? 5% of the dirt is fecal dirt. You know fecal dirt? Because there's no sanitation. You know, for those of you who don't understand what fecal dirt is, it's shit in the dirt. That's what it is. I mean, that's how bad it was. This is where he gave. So what does culture mean? You know, why did Mandela give culture the first priority here when it was a question of rebuilding so many things? But when we actually started working on this, one of the first things that came up with the Ndebele king, because the Ndebele were removed and dumped there too during the apartheid regime, is the Ndebele king said, you know, Amma, we are free and yet we are not free. I said, what do you mean you're free and you're not free? We've been banned for 50 years from performing our initiation ceremonies. We have not initiated our young people because under the apartheid regime it was against the law. So the first thing we did with the money was actually work on an initiation ceremony to initiate over 330 young people because they needed to be empowered to rebuild this absolutely devastating landscape using their culture as a tool for sustainable development, culture as a tool for their sense of place and identity in a place that they didn't belong because they were removed and dumped there. So they established through their intangible heritage values their own sense of place over there. So it was here when I was working here that the Vietnamese government asked me if I could work in Halong Bay, which is my case study with which I want to finish. And because it's a very powerful case study for dealing with culture and development. How many of you seen Indochine film? Catherine Deneuve? There's quite a few. Okay. And how many of you seen the James Bond film Nobody Runs Forever? It wasn't shot there. It was shot in Phuket and then digitally remastered with Halong Bay. But Catherine Deneuve, she still continues to come there, helps. And she's still looking gorgeous. And the same as always, you know, my heart is thumping already talking about her. But why this was the case study? It was a national demonstration project for Vietnam. Why? Why has it had such huge impact globally? And I'm going to finish, ma'am. Yes. So please sit down. You're making me nervous. No, so I sit down. Thank you. And I've just got off a flight from Kyoto, so I have an excuse. After we have questions with the audience. Yeah. Okay. Why? Because our first speaker talked about globalization and how we need to rethink. The Vietnamese were doing this in a very strategic way in 1999 November that not many people have done in the world. They had a national meeting, national forum to come together. What they did was they decided that there's nothing wrong with globalization. It's inevitable. It's here. We have no choice. That's what the Vietnamese made a decision. But what they made a policy decision on was that we have to build our institutional capacity to benefit from the positive aspects of globalization and then build our capacity, institutional capacity, to minimize the negative aspects of globalization. It was a national policy position. And Halong Bay World Heritage Area and its hinterland of 1.1 million people became the pilot project. And this is what everyday life for 10,000 people is like on the bay. And we built the first floating school. And when the first cyclone took away the roof, the French ambassador helped us to, with the corrugated iron to have reopen the school again. Children go to school for the first time as part of this eco-museum project. And then they wanted to build a cultural center to interpret their culture within the sustainable development framework of this World Heritage Area, which was inscribed on the World Heritage List in 1994 for its aesthetic and landscape values and again for its geological and scientific values in 2000, but never for its cultural values. It's in the process now. We're doing an extension. But the thing is that there are 10,000 people living in this area who want to locate their culture within that context of what is seen as natural only, through a framework of cultural development. So using their own local knowledge system, I'm working with Vietnamese Navy and Vietnamese Defense Research Laboratory. They built flotation tanks, and they built a floating museum that you see in the middle. It's 19 kilometers from land. There's a limestone cast coming out of the sea, which protects it. 26 local people were trained, and they are the permanent employees over there.
they're all local young people. So they've taken responsibility for environmental education. They've taken responsibility for continuity of culture in all its dynamism and change, interpreting their intangible heritage values within this context of what was perceived globally as environmental natural only. And I lived there and privileged to live there for 2 years, work with them. You see at the bottom here 3 old women next to me. 86, 85, and 84, 3 sisters. They looked after me the whole time I was there, and they complained to the head of UNESCO mission at the opening, saying our boyfriend is leaving because the museum is opening. They didn't want me to leave, these elderly women. And they were trained professionally, not as token ethnics or token community people, to work within the mainstream. In conclusion, when we talk about natural and cultural environment as a totality, we need to bring all those elements we call tangible and intangible, and we need to bring all those elements we call movable and immovable, all those things we perceive as natural, cultural, into a holistic paradigm for active citizenship. Isma, in conclusion, Isma is a beautiful Arabic word, means listen. And I think that our speaker said our universities don't teach us about some of the things to do with resilience. And here, you remember in Rio Plus 20, Ban Ki-moon, the UN Secretary General, said, more of the same will not do when he was launching the MDG review report. I'm sorry to say more of the same will not do. We have to work bottom up if we really mean culture and development. And so balancing our commitment to cultural diversity and sustainable development, we need to develop those civic spaces for active citizenship bottom up, ensuring viability of the 4 pillars of sustainability: economic, cultural, social, environmental. It's about viability. Not everything is viable. So we shouldn't romanticize these things, but how do we deal with the whole question of viability? Integrated local area planning, locating culture in health and well-being. That's about inclusiveness. Providing meaningful participation for locals. No parachute consultants coming in, doing the job and going, because that's the problem. I mean, in fact, I'm quite, concerned, and yet I'm happy to say, not happy, but I must bring it to your notice. In 2002, at the Johannesburg World Summit on Sustainable Development, the wonderful Eritrean woman who was accrediting NGOs was crying. I said, why are you crying? She said, 81% of NGOs coming here are from 7 Western countries. And there's a whole repatriation of aid going back. What is meant for green economy, sustainable development was actually being repatriated. And lastly, you got to create jobs locally so that there's intergenerational continuity. Otherwise, you have this mass emigration to cities. So if you're thinking of sustainable development in terms of intergenerational equity and continuity, then we got to think of jobs locally and a better quality of life for young people and elderly in that local context. And finally, next year in January, there's a major conference on the 4 pillars of sustainability in Hiroshima. I'm the president of this Congress. And why I'm presenting this is we're talking about so-called Arab Spring, we're talking about Afghanistan, Iraq, Congo, so many places where there are conflicts taking place. What does sustainability mean in a place that has experienced nuclear holocaust? So we want to confront in a place not which is safe, but, because some of these places, civic spaces can be safe places for unsafe ideas, and that's what we want to do. And that's where we're meeting in Hiroshima, working with the local women's groups and local museums, local heritage groups. And with that, I want to say thank you. And I really appreciate your patience. I'm so sorry I've taken up more time. I didn't want to make you nervous. Thank you. Thank you. Amare Soir Gala, merci, thank you. Poursuite maintenant des visions et réflexions globales avec vous, Simon Brault. Je rappelle donc que vous êtes directeur de l'École nationale de théâtre du Canada, fondateur de Culture Montréal, et vous allez nous parler entre autres de l'agenda 21 de la culture du Québec et de l'intégration nécessaire, indispensable de la culture dans le développement durable. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. J'étais vraiment excité en sachant que j'allais rencontrer Edgar Morin, l'entendre en personne, puisque quand j'étais au cégep, au collège, c'était
vraiment un de mes héros que je citais tout le temps. Alors maintenant, je vous ai rencontré, je suis très content. Ma journée est faite, au revoir. Non, je vais dire quelques mots. Je vais essayer d'être beaucoup plus proche, en fait, de l'action concrète, de présenter une perspective qui est davantage celle d'un militant, d'un activiste culturel, parce que, évidemment, ce que je voudrais présenter, c'est un peu le cas du Québec, le cas de l'Agenda 21 de la culture. Vous allez avoir plus tard aujourd'hui une autre présentation qui est faite beaucoup plus d'un point de vue gouvernemental. Je vais faire la présentation beaucoup plus d'un point de vue de la société civile. Je pense que je vais rappeler qu'en 2010, le 20 septembre 2010, la ministre de la Culture d'alors au Québec, Christine Saint-Pierre, a annoncé l'intention de présenter ce qui serait le premier agenda 21 de la culture par un État. Elle annonçait un cadre de référence qui donnerait une place prépondérante aux arts et à la création comme vecteur de développement de la société. La ministre évoquait d'emblée un certain nombre de principes, liens entre culture et éducation, participation citoyenne, respect de la diversité culturelle, dialogue interculturel et prise en compte des enjeux reliés à l'identité, l'enracinement et la cohésion sociale. Quand cette annonce a été faite par le gouvernement du Québec, donc en 2010, on était au moment où plusieurs gouvernements dans le monde, y compris ceux de plusieurs pays européens qui nous apparaissaient du Québec plutôt exemplaires dans leur soutien à la culture, donc plusieurs gouvernements dans le monde amenuisaient leur budget consacré aux arts, au patrimoine et à la culture en invoquant l'impérative nécessité de réduire les dépenses et investissements publics pour contenir les pires effets de la récession mondiale qui a été déclenchée en 2008. Nous, et quand je dis nous, je réfère à toute une mouvance au Québec, une mouvance citoyenne au sein des milieux artistiques et culturels professionnels, une mouvance qui a été beaucoup cristallisée et structurée au cours des 10 dernières années par l'Organisation Culture Montréal. Nous avons donc accueilli positivement cette intention gouvernementale d'élaborer un agenda 21 de la culture, d'autant plus que le ministère a tendu dès le départ la main à la société civile pour être partie prenante de la démarche. C'est dans ce contexte que j'ai accepté de jouer un rôle qu'on appelait au départ porteur de vision de l'agenda 21 de la culture. Le ministère avait aussi mis en place ou proposé qu'il y ait des relayeurs dans différents secteurs de la société pour engager les acteurs sur le terrain dans une vaste recommandation qui devait aboutir à des recommandations lors d'une rencontre nationale pour donner de la substance à l'agenda 21 de la culture du Québec. Entre le mois de novembre 2010 et avril 2011, littéralement, des milliers d'artistes, d'acteurs des milieux environnementaux, communautaires et économiques et de simples citoyens ont pris part à cette conversation sur la place de la culture dans le développement. Et comme Madame le soulignait tantôt, il fallait faire preuve de pédagogie parce que c'est pas si évident que ça. Bien sûr, au départ, quand on a commencé à organiser la discussion dans la société québécoise, on a d'abord réentendu des discours assez prévisibles des ténors des chambres de commerce qui sont réticentes à la réglementation qui encadre le développement économique, des associations d'artistes craintives de perdre des privilèges réels ou apparents qui sont reliés au complexe système de financement et de réglementation réservé à la culture, ou des groupes communautaires préoccupés par la consolidation de leurs propres relations à un État, avec l'État et à la recherche de modèles de développement alternatifs. Mais à l'évidence, personne au Québec n'avait envie d'en rester là. La répétition des argumentaires connus de nombreux groupes d'intérêt était certainement un passage obligé, mais je crois que nous sommes parvenus à nous convaincre mutuellement de desserrer les freins pour entamer un débat sur la valeur de la culture comme vecteur essentiel de développement au 21e siècle, une conversation souvent laborieuse, mais néanmoins facilitée par une bonne dose de bonne volonté. La bonne volonté ne suffit jamais, mais sans elle, rien n'est vraiment possible. Dès le départ, j'ai beaucoup insisté publiquement sur le fait qu'à trop vouloir rentabiliser la culture sur les plans économiques et social, on risquerait de perdre de vue sa contribution fondatrice au développement humain. En effet, maintes fois appelée au chevet de communautés déstructurées par les grands mouvements de capitaux, d'industrie et de main-d'œuvre propres à une économie mondialisée, la culture est devenue depuis quelques décennies un axe majeur des stratégies de régénération des territoires. Cependant, dans de trop nombreux cas, cette nouvelle légitimité économique
et sociale de la culture va de pair avec une instrumentalisation débridée, réduisant la finalité de la culture aux mouvements et transactions qu'elle peut générer ou faciliter. Ce faisant, on s'intéresse davantage à la contribution des arts, des lettres et du patrimoine au produit intérieur brut qu'à leur valeur intrinsèque et à leur capacité de réenchantement de nos existences individuelles et collectives. En réaffirmant que la création artistique doit être mieux protégée grâce à un soutien financier public éclairé, constant et indépendant des forces du marché, Culture Montréal a pris soin d'inviter les artistes à s'ouvrir à une démarche initialement perçue par certains comme une autre possible parade de l'État pour se désengager de ses responsabilités culturelles spécifiques en les diluant dans ses autres missions, ou pire encore, en abandonnant une partie au secteur privé et à la société civile. Par ailleurs, en organisant des cafés citoyens ouverts dans les quartiers de la métropole, nous avons adopté et pratiqué l'approche de bas en haut qui sied très bien à l'esprit même d'un agenda 21. Ainsi, nous avons articulé notre discours en intégrant et précisant certaines des lignes de force du mouvement international lancé à Barcelone en 2004 en faveur de développement d'agenda 21 de la culture, soit la redéfinition des grands axes de développement culturel à partir des villes et des régions, l'intégration des impératifs que sont les droits de la personne, de la diversité des expressions culturelles et de la démocratie participative au plan de développement culturel, l'urgence de trouver un point d'équilibre entre la vocation publique de la culture et son institutionnalisation, la nécessité de limiter le rôle sans cesse croissant du marché qui fait l'arbitrage ultime de la répartition des ressources culturelles, la valorisation de l'initiative des citoyens, la nécessité de comprendre et d'intégrer les spécificités locales dans l'élaboration et la mise en œuvre des agendas 21 de la culture. Nous avons plaidé sur toutes les tribunes qui nous étaient accessibles pour qu'à terme, les missions traditionnelles de l'État soient réévaluées afin de s'assurer qu'elles intègrent la dimension culturelle. Nous avons épousé, pour autant de motifs d'efficacité pédagogique parce que nous sommes d'emblée solidaires avec ce mouvement mondial, l'approche du 4e pilier du développement durable aux côtés des 3 piliers économique, social et environnemental. Ce positionnement en faveur du 4e pilier a certes créé certaines tensions avec notre ministère de la Culture et plus encore avec certains chefs de file des milieux des affaires, mais dans la mesure où nous n'avons pas insisté pour refaire le débat sur la question du développement durable tel que défini dans la loi du Québec, ces tensions n'ont jamais culminé en une menace de rupture dans le processus d'élaboration de l'agenda 21C. Je dois rappeler ici que la loi québécoise du développement durable adoptée en 2005 n'avait pas objectivement suscité un grand intérêt au sein des milieux artistiques et culturels professionnels, à l'exception notable des milieux du patrimoine qui s'étaient mobilisés avec succès pour que la protection du patrimoine culturel soit clairement énoncée comme un principe de cette loi. Évidemment, la mouvance écologiste québécoise, comme un peu partout dans le monde, a été à l'avant-scène dans ce débat pendant de nombreuses années, à tel point d'ailleurs que la compréhension populaire du développement durable le réduit souvent à une obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les décisions économiques. L'aspect social du développement durable reste, quant à lui, trop peu évoqué et compris. En prenant un recul par rapport à la rhétorique et encore plus par rapport à la loi sur le développement durable, nous avons choisi de miser sur l'opposition à d'autres approches de développement débridé dont les conséquences sont désastreuses tant pour les êtres humains que pour la nature. On a avancé avec moult exemples l'idée qu'un développement qui ne prend pas en compte la culture, comprise dans son sens le plus large, comme dimension essentielle, est forcément hypothéqué parce qu'il entraîne un désengagement des citoyens. En effet, c'est bien la culture qui place l'être humain au cœur de la problématique du développement durable en faisant un vaste projet de civilisation. Si on évacue la culture des plans de développement, on affaiblit irrémédiablement le concept même de durabilité, qui devient alors l'expression de préoccupations essentiellement quantitatives. Combien de ressources pouvons-nous raisonnablement consommer sans détruire la nature? Combien de richesses avons-nous besoin pour vivre? Comment les répartir? Les citoyens ont finalement peu de prise réelle sur ces grandes questions
Et c'est précisément cette préoccupation démocratique de prise citoyenne sur les enjeux reliés au développement dans un monde globalisé qui m'intéresse au plus haut point. Une authentique approche Agenda 21 est inséparable d'une interpellation directe et d'une participation active de la population, comme d'une responsabilisation de tous les secteurs de la société sur un territoire donné, dans une localité précise ou même dans une entreprise. C'est une approche qui est ancrée dans le local, qui le célèbre et le valorise comme voie d'accès praticable pour s'attaquer à des problèmes globaux. Et c'est d'ailleurs précisément parce qu'elle suppose une mobilisation de proximité que l'approche de l'Agenda 21 s'ouvre de plus en plus sur le culturel à travers le monde, alors que des milliers de ces agendas sont adoptés ou en cours d'élaboration. En effet, comment exprimer, interpréter, canaliser et projeter les rêves, les espoirs, la créativité, les besoins ou les projets d'une collectivité dans toute leur diversité et leur singularité, sans les arts et la culture qui permettent l'idéation, la transposition, la représentation, la sensibilisation, la communication, le dialogue, l'émotion, la médiation, l'inclusion et par-dessus tout, comme disait M. Morin, je suis tout à fait d'accord, la construction progressive d'une identité culturelle de trajectoire, sinon de destination, qui puisse être partagée. Parce qu'elle se conjugue d'abord au qualitatif et non pas d'abord au quantitatif, la culture permet d'articuler et de partager les enjeux du développement humain qu'on enferme plus souvent qu'autrement dans des systèmes de mesure et d'évaluation dans lesquels les statistiques et les projections chiffrées tiennent lieu d'arguments et de conclusions. Aujourd'hui, le développement durable ne peut plus continuer de s'exprimer que comme une série de prescriptions à édicter et suivre pour éviter le gaspillage de ressources limitées ou non renouvelables. Cette vision du développement doit être présentée pour susciter l'engagement émotif et créatif du plus grand nombre des êtres humains, qui sont les premiers responsables et bénéficiaires de ce qui doit devenir un vaste projet de civilisation, élaboré et déployé avec résolution, alors que nous avons une conscience aiguisée de la fragilité de la nature et du caractère éminemment destructif d'une économie qui ne servirait qu'à tenter de satisfaire l'infinie gloutonnerie de certains d'entre nous. Comment y arriver sans faire appel aux arts, au patrimoine et à la culture comme espace possible, disponible, gratuit et sans cesse renouvelable de création et de citoyenneté, et comme alternative positive aux discours culpabilisants, aux lois si souvent contournées que leur simple évocation nourrit le cynisme, et parfois comme substitut à une utopie si dispendieuse qu'elle ne devient accessible qu'à une minorité de gens aussi bien intentionnés qu'économiquement favorisés. N'ayons crainte de l'affirmer, plus que jamais, l'avenir du développement durable passe par la culture, puisque c'est la condition sine qua non de son humanisation. C'est sans doute ce qui explique qu'on observe un peu partout dans le monde une forte poussée pour ajouter la culture aux dimensions environnementales, sociales et économiques qui sont présentées comme indissociables depuis maintenant un quart de siècle. Les mouvements internationaux en faveur d'un quatrième pilier du développement durable empruntent différentes voies, parmi lesquelles on retrouve celle des agendas 21 de la culture, promulgués par des centaines de villes et instances locales. Les rapports directs de la culture à l'équité sociale et à la viabilité environnementale étant plus difficiles à cerner et à communiquer, nous ne sommes heureusement pas encore parvenus à les ramener à une suite de recettes passe-partout dont on aurait pu abuser, ce qui a été le cas avec l'économie. Mais puisque les artistes sont souvent parmi les premiers à monter aux barricades pour défendre les groupes minoritaires ou les populations fragilisées, ou pour dénoncer les menaces à notre environnement, la conversation entre les professionnels de la culture, les écologistes et les activistes communautaires prend une importance renouvelée qui est fortement amplifiée par les réseaux sociaux depuis quelques années. C'est d'ailleurs la richesse et l'étonnante vivacité de cette conversation au sein de la société civile qui permet les avancées les plus remarquables vers une inclusion de la dimension culturelle dans l'élaboration d'une approche intégrée de développement humain durable. Évidemment, comme nous l'avons constaté récemment avec Rio+20, l'appétit des gouvernements pour leur pilier culturel est encore insuffisant, mais quand les mouvements d'opinion sont assez puissants, ils finissent par avoir un impact dans les institutions démocratiques, y compris sur le plan législatif. Le lancement de l'Agenda 21 de la culture au Québec a eu lieu en décembre 2011.
La culture y est reconnue comme une composante majeure et essentielle de la société, mais intégrée aux dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Nous n'avons pas réussi cette fois à ce qu'elle soit le 4e pilier souhaité, mais nous avons certainement collectivement progressé en réactualisant le débat public sur le développement durable et en élevant la discussion au sein des milieux culturels professionnels au sujet de l'apport artistique au développement humain. La charte d'engagement de l'Agenda 21 fournit à Culture Montréal et à toutes les organisations de la société civile préoccupées par la suite des concrètes à donner à cet Agenda 21 de la culture le prétexte pour revenir à la charge, demander des comptes et contribuer. Au Québec, nous avons connu un printemps social et politique très agité récemment, à l'occasion duquel nous avons assisté à une catalyse d'une multitude de revendications et de protestations, parfois contradictoires, et à la convergence temporaire d'une constellation de mouvements citoyens, jusque-là assez éparpillés, autour de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, l'éthique en politique et la liberté d'expression. Toute cette ébullition, enclenchée par le mouvement étudiant, a permis de mesurer l'étendue et la complexité des arbitrages à faire pour réussir à gouverner en s'appuyant sur une légitimité plus réelle que formelle. Mais même si nous avons parlé d'équité intergénérationnelle, de répartition de la richesse, de menaces à l'environnement reliées à l'exploitation des gaz de schiste, d'éducation et de choix de société, nous n'avons pas réussi à inscrire tous ces débats dans la perspective d'un développement durable. La culture s'est certes invitée dans ce printemps où s'entremêlaient indignation, récrimination, revendication et manifestation, mais on l'a réduite plus souvent qu'autrement au rôle limité et limitatif de porte-voix ou de faire valoir pour un groupe ou l'autre de protestataires. La culture n'aura pas su ou n'aura pas pu créer l'espace de confiance sociale dont nous avions si urgemment besoin. Mais rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard. La revalorisation de la parole et de l'action citoyenne engendre de nouvelles responsabilités, notamment sur le plan de la formulation de propositions en faveur d'une citoyenneté et d'une gouvernance culturelle plus ancrée dans le réel, et sur celui de la médiation entre la base, les instances de pouvoir et les institutions démocratiques. Aussi, ce matin, je ferai preuve d'une certaine candeur pour conclure cet exposé en énonçant pêle-mêle un certain nombre de considérations qui me semblent absolument essentielles pour la suite des choses. D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas parce que l'art, la culture et le patrimoine constituent un grand secteur d'activité contribuant à l'économie ou même à la croissance du capital social qu'ils ont une valeur si fondamentale dans le développement humain, mais bien parce qu'ils distinguent l'homme de tout être vivant et parce qu'ils sont une dimension essentielle de sa présence au monde, de sa trajectoire sur Terre, de sa destinée. Deuxièmement, il est important de continuer de plaider pour une définition très large de la culture qui ne déconsidère pas la contribution aussi fondamentale que mystérieuse de l'art à son évolution, en ignorant intentionnellement l'agacement affiché parfois par certains professionnels de la culture, qu'ils soient artistes ou non, agacement souvent inspiré par les relents de romantisme et parfois même par un corporatisme dépassé. Je sais que ça peut sembler étrange d'insister sur ce point, et peut-être encore plus en France, mais j'ai souvent justifié cette posture, sans doute parce que je porte aussi les chapeaux de directeur d'école, de vice-président du Conseil des arts du Canada qui finance la culture, mais j'aime bien, dans ces cas cités à titre d'injonction contradictoire, cette phrase d'un intellectuel québécois qui fut jadis sous-ministre adjoint de la Culture qui disait « Quand les artistes, les intellectuels et les hommes de science perdent contact avec la masse, les charlatans se faufilent entre eux. » À la croisée de la démocratisation et de la démocratie culturelle, la participation et la citoyenneté culturelle, l'engagement du public envers les arts et la culture nous apparaît comme une priorité à réaffirmer, comme un choix de société à confirmer, comme un droit universel à rappeler. Pour les citoyens de tous les âges et de toutes les conditions, cet engagement est une possibilité et une nécessité à valoriser parce qu'encore une fois, il donne prise sur le monde, parce qu'il enrichit la vie individuelle et la vie collective. Il faut saisir toutes les occasions, au-delà des chapelles idéologiques, pour faire avancer publiquement l'idée que le développement durable doit être un projet de civilisation, un développement humain inconcevable si on n'intègre pas la dimension culturelle.
Nous n'avons pas à choisir entre l'approche de l'agenda 21 de la culture ou celle du 4e pilier ou d'autres approches inspirées par la promotion des droits humains. Il faut analyser la conjoncture, évaluer le travail d'éducation à faire et les actions à entreprendre. Il faut mesurer le chemin parcouru, valoriser la pensée critique, renoncer à la recherche d'avancées définitives. Nous sommes condamnés au recommencement qui fabrique la démocratie. Nous sommes à l'ère des plateformes citoyennes ouvertes, dont la configuration organisationnelle doit incarner les valeurs qu'elles servent à défendre. Les plateformes en culture, en interaction avec elles, qui agissent dans le domaine de l'économie traditionnelle, alternative, sociale, solidaire, de l'environnement, peuvent permettre le dialogue et les négociations d'idées pour une refondation de la notion même de développement. Enfin, et au risque de reprendre le slogan un peu fatigué « Penser globalement, agir localement », j'aimerais insister sur les dangers du localisme qui conduit à l'isolement, à l'improvisation, à l'incapacité de transcender les rapports de pouvoir et de force qui traversent une communauté précise à un moment précis. L'ancrage local commande plus que jamais une perspective internationaliste, une mise en réseau mondial servant à faire circuler les idées, échanger les expériences, évaluer les risques et se relever de nos échecs. En ce sens, un colloque comme celui d'aujourd'hui est une occasion précieuse pour réfléchir ensemble, pour agir ensemble ou séparément. Merci infiniment de m'avoir donné le privilège de vous parler. Merci.